Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vous avez sûrement dû le voir, une nouvelle Barbie est sortie récemment, une Barbie censée représenter l'autisme. Et la question que je me suis posée, ce n'est pas est-ce que c'est bien ou mal, mais plutôt qu'est-ce que ça dit de la manière dont on perçoit l'autisme. Moi c'est Autighost et aujourd'hui on va faire un petit voyage entre bonnes intentions mal réalisées, stéréotypes et enjeux liés aux représentations. On est prêt? Alors c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous prévenir, cette vidéo est un peu différente de ce que je fais d'habitude, on est moins sur de la définition, de la vulgarisation, et davantage sur une vidéo de réflexion et de débat. Le sujet est complexe et j'avais envie de prendre le temps de poser les choses sans tomber dans une vision manichéenne du type c'est bien ou c'est mal, les gentils contre les méchants. Du coup, la forme est aussi un peu différente, il y aura plus de passages en mode podcast avec moins d'animation. D'une part parce que je sors d'un burn-out autistique depuis le mois d'octobre et que mon énergie et mon temps sont encore limités, mais aussi parce que je voulais quand même sortir cette vidéo, ça me paraissait important, face à la tournure assez lunaire qu'a pris le débat autour de cette Barbie. Voilà, c'est important pour moi de le préciser et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour un peu de contexte, cette Barbie ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une série de poupées dites inclusives. On a déjà vu syndrome de Down, cécité, diabète type 1 ou encore vitiligo. L'intention affichée par Mattel est claire. Inclusion, visibilité, représentation. Ils le disent eux-mêmes dans le communiqué du site Mattel, je cite. Il est tellement important pour les jeunes autistes de voir des représentations authentiques et joyeuses d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce que cette poupée est. La poupée a même été conçue en collaboration avec l'ASAN, ou Autistic Self-Advocacy Network, qu'il m'arrive de citer dans les sources de mes vidéos ou articles de blog. Donc soyons clairs dès le départ, l'intention est bonne. Le processus aussi car l'ASAN est une association pour les autistes, par les autistes, ce qui n'est pas toujours le cas des associations, mais nous verrons cela un peu plus loin dans la vidéo. D'abord, penchons-nous sur une question compliquée. Comment on fait pour représenter l'autisme? Ok, prenons un pas de recul. Nos cerveaux utilisent constamment des raccourcis cognitifs pour simplifier, catégoriser et généraliser les informations. Ces mécanismes nous aident à comprendre rapidement le monde, anticiper les situations et communiquer efficacement. Ils sont universels, chez tout le monde, autiste ou non. En pratique, cela signifie que nous cherchons des indices connus, que nous associons à des catégories pour donner du sens à ce que nous observons. Le problème apparaît lorsque certains signes, même neutres, sont interprétés socialement et généralisés à toute une population. C'est exactement ce qui se passe avec l'autisme. Quelques comportements ou outils sont parfois lus comme représentatifs de tous les autistes. Or, l'autisme est un spectre extrêmement large, majoritairement invisible, et les expériences vécues par chacun et chacune d'entre nous sont semblables sur certains aspects tout en étant très différentes. Ce raccourci social crée des stéréotypes qui peuvent servir à simplifier la compréhension, mais qui deviennent réducteurs, discriminants et exclusifs quand ils se diffusent dans la société. Revenons maintenant sur la poupée Barbie. Elle a des articulations qui permettent de reproduire le handflapping ou d'autres gestes stéréotypés que l'on retrouve dans l'autisme. Dans son communiqué, Mattel parle d'aide à l'intégration sensorielle et d'expression d'un sentiment d'excitation. C'est vrai dans certains cas, mais la réalité est moins édulcorée. Ces gestes sont souvent incontrôlés et liés à l'anxiété ou à des difficultés de gestion émotionnelle. Pour moi, représenter la réalité, même difficile, c'est important et n'est pas un problème en soi. Le vrai enjeu, c'est comment ce sera perçu et les conséquences sur les représentations sociales, avec le risque de renforcer des images déjà très négatives de l'autisme. La poupée a aussi un regard légèrement détourné pour refléter l'évitement du contact visuel direct, qu'on retrouve parfois dans l'autisme, c'est vrai. Mais ce comportement est non représentatif d'une partie de la communauté. Personnellement, c'est mon cas et pour diverses raisons, inconfort ou stimulation visuelle. Par contre, mon regard est droit, donc déformer le corps pour illustrer cette particularité me semble un peu inapproprié. Au niveau des accessoires, on retrouve une robe large et un casque anti-bruit, censé représenter les particularités sensorielles. Ici, on touche à un aspect très complexe de l'autisme. Les profils sensoriels sont extrêmement variés, hyper ou hyporéactivité ou absence de particularité. Chaque expérience est différente. Ces deux accessoires représentent surtout une expérience tactile et auditive vécue par certains ou certaines, mais inconnue de beaucoup d'autres, ce qui peut être perçu comme excluant. Encore une fois, ça reste réducteur et peu représentatif des expériences sur le spectre, mais c'est un choix. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous renvoie à ma vidéo sur la sensorialité. Il y a cependant un aspect vraiment positif. On ne doit pas avoir honte d'utiliser des outils ou accessoires qui nous aident. Sur une poupée qui représente aussi la mode actuelle, cela envoie aux enfants un message clair. Osez montrer qui vous êtes, portez ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment cool. La poupée a aussi un fidget spinner rose qui tourne.
Certains ou certaines peuvent utiliser des outils de ce genre pour soutenir le focus ou par intérêt spécifique. C'est juste, mais c'est un objet très niche. Après, le hand spinner a été un phénomène qui a intéressé beaucoup d'enfants il y a quelques années, donc l'inclure ici me semble ok. Enfin, elle a une tablette avec des applications de communication augmentative et alternative, ou CAA. Ici, Mattel renvoie l'image d'un autisme non-verbal, c'est-à-dire sans langage oral. Historiquement, ce profil a surtout été observé dans ce qu'on appelait l'autisme de Kanner, étudié principalement chez des personnes présentant une déficience intellectuelle. Aujourd'hui, on le sait, la majorité des autistes ont un langage oral et n'ont pas de déficience intellectuelle associée. Mais certains restent non-verbaux, avec ou sans déficience intellectuelle, même si c'est relativement rare. De ce fait, ce choix de représentation ne reflète qu'une partie de l'autisme, car beaucoup d'entre nous ont un langage oral avec des particularités dans leur façon de communiquer, plutôt qu'une absence totale de langage. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo sur la communication. Mais je tiens à souligner un point, c'est vraiment hyper encourageant et positif que cette poupée inclue un accessoire représentant mes pairs non-verbaux. Cela montre aux enfants que leur expérience existe et qu'elles sont reconnues. En préambule, je préfère préciser que je ne vais pas parler des stéréotypes véhiculés par les poupées sur les filles ou autres. Ce n'est pas mon domaine et je vais me concentrer sur l'autisme. Bon, si on fait le bilan de cette Barbie, il faut d'abord se rappeler que c'est un jouet pour enfants. Même si les jouets participent à la propagation de stéréotypes et à la reproduction sociale, cette Barbie a quelques points positifs. Elle donne de la visibilité à des personnes souvent oubliées, comme les femmes, et elle montre certaines expériences associées à l'autisme avec déficience intellectuelle qui restent largement invisibles dans la société. Et je trouve ça bien. Concernant l'autisme, l'intention est louable et la poupée montre effectivement certains aspects, mais elle ne représente en aucun cas la diversité du spectre. Et c'est là que Mattel et Lassan tombent dans un piège. L'autisme est invisible. Si je vous montre une photo de moi ou de mon voisin, vous ne pourrez pas deviner qui est autiste. Pour le représenter, il faut passer par des comportements ou des accessoires visibles, qui ne sont pas universels. Le spectre est immense, chaque personne a ses stratégies, ses comportements, ses intérêts, son profil sensoriel et ses outils. Créer un modèle de poupée unique implique forcément une représentation réductrice. Peut-on leur en vouloir? Pas vraiment. La critique est légitime, mais c'était presque inévitable. Impossible de montrer toutes les expériences du spectre avec un seul modèle. Faire des choix dans ce qu'on veut représenter fait partie du processus créatif, et certaines expériences seront toujours laissées de côté. Un problème, au-delà de la poupée, c'est qu'il n'existe pas d'autres jouets représentant un ou une autiste. Cette Barbie devient alors un petit buzz médiatique avec un gros impact. Elle influence la perception de l'autisme dans la société. Sans autre modèle pour contrebalancer ces signes et accessoires, peuvent être pris pour des stéréotypes et fragiliser le travail de déconstruction déjà mené par la communauté et certaines associations. Quand la communication autour de cette poupée présente un modèle unique comme l'autisme, elle renforce des clichés, exclut celles et ceux qui ne se reconnaissent pas et réduit la richesse des expériences vécues. L'intention montrer l'autisme peut alors devenir stigmatisant. Et c'est bien le problème, l'autisme est très mal représenté dans les médias, souvent mal compris, mal expliqué et réduit à des stéréotypes. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Ce n'est pas un hasard si certaines représentations de l'autisme existent. Ce discours est répété partout, dans les médias, dans la recherche, dans les milieux de la santé, du social et de l'éducation, et sur les réseaux sociaux. On entend, et on l'a vu avec tous ces articles français autour de la Barbie, encore régulièrement des mots et expressions comme atteint d'autisme, souffre de l'autisme, handicap lourd, etc. Ce vocabulaire, issu du paradigme médical, est réducteur, pathologisant et infantilisant. Et il ne vient pas uniquement de personnes lambda qui connaissent mal l'autisme, on le retrouve aussi dans des associations, chez des parents ou chez des professionnels. Souvent sans mauvaise intention, simplement parce que ces termes font partie du langage courant autour de l'autisme. Même lorsque l'intention est bonne, critiquer la poupée, alerter, protéger ou expliquer, certains mots et certaines formulations font malgré tout partie du problème. Par exemple, Olivia Catan, présidente de SOS Autisme France, parle de «c'est quand même un trouble qui est sérieux», ou encore de réduire complètement ce syndrome. On comprend le fond de sa critique, qui est légitime, mais ces formulations, rarement voire jamais utilisées par la communauté autiste elle-même, pathologisent fortement l'autisme et en donnent une vision très médicalisée. Oui, il y a de la souffrance, mais ici, ce discours participe précisément à ce qu'il dénonce, une vision réductrice de l'autisme. Elle évoque aussi ceux qui s'autodiagnostiquent. J'espère qu'il s'agit surtout d'une formulation maladroite, mais cela traduit malgré tout une méconnaissance des réalités actuelles du diagnostic à l'âge adulte et alimente une forme de panique morale autour de l'autisme, largement amplifiée par certaines bulles des réseaux sociaux. De son côté, André Mazin, président de l'AFG Autisme, affirme qu'une personne autiste n'aura pas de façon naturelle l'instinct de jouer à la poupée comme un enfant classique. Elle ne sait pas se mettre à la place de l'autre. C'est quelque chose de très compliqué pour elle. Et parle également de lourd handicap.
Là encore, l'intention est de critiquer une vision réductrice, mais le discours généralise à l'ensemble de la communauté et renforce des stéréotypes très négatifs sur la condition sociale. Il oublie aussi que ce qui est le plus handicapant, ce n'est pas toujours l'autisme en lui-même, mais souvent la combinaison avec des troubles associés, déficience intellectuelle, anxiété généralisée, troubles du sommeil ou de l'alimentation, et surtout l'inadaptation profonde de la société. Pour autant, et c'est important de le dire, pour certaines personnes, la souffrance est bien réelle, et il est juste de la reconnaître. Tout cela montre simplement que nous sommes encore très loin d'avoir changé les représentations de l'autisme vers un modèle réellement positif et inclusif. Les discours trop médicalisés ou trop réducteurs ont un impact direct sur les représentations sociales, les politiques publiques, les dispositifs d'accompagnement, le regard social, mais aussi sur les interactions quotidiennes que la société entretient avec nous, et qui découlent précisément de ces représentations. Il faut savoir que ces représentations ne restent pas cantonnées aux jouets ou aux discours médiatiques. Elles influencent directement la manière dont on nous perçoit à l'école, dans la société et dans le monde du travail. Ces visions médicalisées ou réductrices de l'autisme entraînent très souvent des peurs et des réticences chez l'employeur, une sous-estimation systématique de nos compétences, une focalisation sur les difficultés plutôt que sur les capacités, et une immobilité voire une résistance face aux adaptations à mettre en place. Les conséquences sont bien réelles: exclusion du marché du travail et de la formation, surqualification et sous-emploi, et une injonction permanente à masquer pour être accepté. Beaucoup d'autistes ne sont pas écartés faute de compétences, mais à cause des représentations qui leur sont associées. Quand on associe systématiquement l'autisme à l'incapacité, on ne crée pas de l'inclusion, on crée de la méfiance. Le problème, ce n'est pas seulement la sous-représentation, c'est qui parle à notre place. Dans presque toutes les sphères où l'autisme est évoqué, médias, recherche, institutions, associations, la parole est majoritairement donnée à des personnes non autistes. Est-ce une autre conséquence des représentations réductrices qui nous entourent? Peut-être. Est-ce mal? Pas forcément. Ce qui est certain en revanche, c'est que la parole nous est largement confisquée. Elle est confiée à des personnes auxquelles on reconnaît une expertise professionnelle, médicale ou associative. Et parfois, cette expertise est réelle. Mais bien souvent, cette légitimité repose surtout sur un argument d'autorité. J'ai tel titre, telle fonction, telle position. Donc mon discours serait nécessairement juste. Ce que l'on oublie, c'est qu'il existe aussi des autistes avec les mêmes expertises, théoriques, pratiques et professionnelles. Et surtout, point essentiel, les autistes sont experts de leur propre expérience, une expérience qui se construit, se partage et s'affine collectivement entre pairs. Donner plus de place à nos voix et accepter nos retours lorsqu'un mot, un stéréotype ou une représentation nous paraît problématique, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une remise en cause personnelle, c'est simplement une demande de respect et de collaboration pour construire un monde plus juste. Oui, m'a-t-elle fait un pas? Maladroit, sans doute. Mais représenter, ce n'est pas seulement montrer. Les représentations sociales façonnent la manière dont nous, autistes, vivons, travaillons et sommes perçus. Alors je vous laisse avec cette question. Est-il normal d'être représenté en jouet et de créer un débat médiatique aussi bruyant, sans que cela s'accompagne d'une représentation équivalente dans les instances qui comptent vraiment pour nous, politiques, médiatiques et scientifiques, et alors que nos voix y restent trop souvent étouffées? Avant de se quitter, j'avais envie aussi de vous faire une petite annonce. Si je n'ai pas publié de vidéo depuis un moment, c'est parce que j'ai traversé un nouveau burn-out autistique, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'avais besoin de temps, de repos et surtout d'énergie pour me recentrer. Mais ce n'est pas tout. Avec AnxieGhost, on attend aussi un petit fantôme pour le mois de mars. Oui, je vais devenir papa. Je ne manquerai pas de vous en parler et de vous présenter tout ça en vidéo quand ce sera le bon moment. J'aimerais aussi aborder la parentalité, le vécu d'une grossesse quand on est autiste ou TDAH et ce que ça implique au quotidien. Mais bien sûr, ce sera fait dès que j'aurai pu retrouver suffisamment d'énergie et de temps pour le faire sereinement. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à activer la cloche pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à très bientôt, mes chers fantômes.